Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et vous vous portez à merveille. Aujourd'hui, on va vous parler sur l'évolution de l'informatique. Mais si c'est la première fois, n'hésitez pas à abonner sur cette chaîne, sans oublier d'activer la cloche de notification pour recevoir de nouvelles vidéos ou bien ne rien rater la prochaine vidéo. Aimez aussi et partagez cette vidéo pour atteindre plus loin. Ça peut arriver que vous avez quelque chose à dire sur cette vidéo. Mettez tout ça dans les commentaires car ça me fait plaisir et ça m'encourage. Ok, j'espère que à la fin de cette vidéo, vous allez bien maîtriser l'évolution de l'informatique. Ok, c'est parti, mais n'est pas parti, c'est le moment de commencer. L'évolution de l'informatique. Depuis la création de l'ordinateur, la taille des machines a beaucoup évolué et l'utilisation de l'informatique également. Actuellement, l'informatique a envahi tous les domaines de la vie courante et il serait plus facile de dresser la liste des domaines où elle n'intervient pas que celle ou celle intervient. Mais comment en sommes-nous arrivés aux machines d'aujourd'hui? Voilà la question qu'on se pose. Commençons par un peu d'histoire. Les inventions et découvertes qui nous ont conduits aux ordinateurs tels que nous les connaissons aujourd'hui sont nombreuses. Aussi, les quelques lignes qui vont suivre n'ont pas pour prétention d'être exhaustives. Tout au plus, nous présentons quelques points de repère entre lesquels il n'y a bien des omissions. Les découvertes peuvent être classées en deux catégories, celles ayant trait au raisonnement et celles concernant la partie physique. Encore que ces deux catégories soient souvent intimement liées, telles l'algèbre de Boole et les circuits électroniques. De nos jours, il n'est un secret pour personne que dans l'ordinateur, les informations sont codées sous forme binaire. On retrouve des traces de l'utilisation de la notation binaire 3000 avant notre ère sous l'empereur chinois Fuyi, dont le symbole magique, l'octogone à trigramme, contient les 8 premiers nombres entiers représentés sous forme binaire par des traits interrompus ou non. Ce ne sera qu'en 1669 que Leibniz découvre et analyse les octogrammes de Fourier et met au point une arithmétique binaire. Pendant ce temps, vers l'an 300, le grec Aristote définit dans ses écrits les bases de la logique. En 1854, l'anglais Boole publie un ouvrage dans lequel il démontre que tout processus logique peut être décomposé en une suite d'opérations logiques comme et, ou, non, appliquées sur des états 0, 1, ou bien oui, non, ou bien vrai ou faux, ou ouvert et fermé. Puis, en 1938, dans sa thèse, Shannon est le premier à faire le parallèle entre les circuits électriques et l'algèbre booléenne. Il définit le chiffre binaire qu'on appelle bit, en anglais binary digit. Les premiers instruments de calcul apparaissent au Moyen-Orient vers 500, avec les booléens et les abaques. Bien des expériences ont été faites ensuite, mais il faut attendre
le XVIIe siècle pour que des machines à calculer fonctionnent réellement voient le jour. En 1624, l'Allemand Schicad présenta sa machine, mais elle fut détruite la même année. En 1642, la Pascaline du français Blaise Pascal fut la première à réellement fonctionner. Elle était capable de faire des additions et des soustractions. Beaucoup de personnes s'appuyeront sur cette découverte. Ainsi, Leibniz construisit sa propre machine en 1694. Sa machine est capable de diviser et de multiplier en suivant le modèle de Pascal. Quelques années plus tard, en 1833, l'anglais Babbage créait la machine analytique. Cette machine ne put jamais fonctionner car elle était entièrement mécanique et la technologie de l'époque ne permettait pas de fabriquer des pièces avec une précision suffisante. Cette machine intégrait beaucoup de concepts de l'ordinateur contemporain, mémoire, registre, unité de calcul. Les machines à calcul ne sont pas à dissocier des méthodes de calcul. Les Égyptiens inventèrent la trigonométrie pour recalculer les propriétés de chaque après le retrait du Nil, suite aux inondations. Le calcul du mouvement des planètes et des astres s'est fait au début sans machine. En 820, le mathématicien Al-Khwarizmi publiait à Bagdad un traité intitulé La science de l'élimination et de la réduction qui, importé en Europe occidentale lors des inventions arabes, aura une grande influence sur le développement des mathématiques. En 1840, collaboratrice de Babbage, la mathématicienne Ada Byron, comtesse de Lovelace, définit le principe des itérations successives dans l'exécution d'une opération. Elle créa les premiers programmes afin de les utiliser sur la machine analytique de Babbage. À l'honneur du mathématicien arabe Al-Khwarizmi, elle nomme le processus logique d'exécution d'un programme qu'on appelle algorithme. Elle est la mère de l'algorithme moderne, 100 ans avant que le premier ordinateur ne fonctionne vraiment. Ada est morte très jeune, à l'âge de 37 ans. Pour la partie communication, outre l'utilisation des codes sonores, tam-tam, ou visuels, message avec de la fumée, en 1838, la peinture américaine Samuel Morse inventait le code qui porte son nom, utilisant des points et des traits pour représenter les caractères à transmettre. Entre 1836 et 1838, les Anglais Edward David, William Loock et Charles Weston vont inventer et mettre au point le télégraphe. Le premier télégraphe fonctionnera en 1844. Le premier câble transatlantique fut tiré entre les États-Unis et l'Europe par
interconnecter les systèmes de communication américains et européens. Il cessant de fonctionner au bout de quelques jours. Un second câble transatlantique fut tiré en 1866 et resta en exploitation pendant une centaine d'années. En 1876, l'Américain Graham Bell inventait le téléphone et fonde la compagnie Bell Telephone Company. En fait, l'ordinateur peut être créé grâce au progrès sur les circuits électriques. En 1919, Alceste et Jordan inventent le basculeur à partir de deux triodes, plus connu maintenant sous le nom de flip-flop au circuit bi-stable. Quelques années plus tard, en 1937, George Stibitz créait le premier circuit binaire et un additionnaire. Il l'appelait le modèle K pour Kitchen car il l'a créé dans sa cuisine à partir d'une planche à pain. À présent, tout est prêt pour concevoir le premier ordinateur. En 1937, l'Anglais Alan Turing publiait un document sur les nombres calculables. Il y résolvait des problèmes mathématiques en utilisant une sorte d'ordinateur logique très simple appelée depuis machine de Turing. Une bande de papier comporta des cases et des tuyaux à mettre sur ces cases. Un trombone pointa sur la case courante et un tableau d'instructions conditionnelles à réaliser. Et connu que l'anglais Alan Turing est considéré comme le père de l'informatique. En 1940, pour décrypter les messages de l'armée allemande, les Anglais mettent au point sur le site de Bletchley Park les calculateurs Robinson et Colossus sur la direction des mathématiciens Alan Turing. Ce sont les premières machines qui intègrent le concept d'arithmétique binaire, d'horloge interne, de mémoire tempo, de lecture de bandes d'opérateurs booléens, des sous-programmes et d'imprimantes. Tout ceci restera inconnu car secret défense jusqu'en 1975. Le Colossus voit le jour en 1943, ainsi que le premier langage de programmation binaire inventé par Alan Turing. En 1943 est aussi l'année où John von Neumann publiait son modèle de traitement de l'information. C'est le concept de base sur lequel sont bâtis les ordinateurs. Ces concepts mathématiques et algorithmes et automate. Cette même année voit la création de ASCII Mark I, qu'on appelle en anglais Automatic Sequence Controlled Calculator Mark I, à Harvard par Howard Aiken et son équipe avec le soutien d'IBM. Cet énorme calculateur électromécanique, 3000 relais, 800 km de câble, donc qui permet de faire 3 opérations sur 23 chiffres par seconde. Cette machine était très proche dans son principe de fonctionnement du plat
de la machine analytique de Babbage. Le programme était lu depuis une bande de papier. Les données à traiter pouvaient être lues depuis une autre bande de papier ou un lecteur de cartes. Les branchements conditionnels n'étaient pas possibles. Par la suite, la machine fut modifiée pour permettre, grâce à d'autres lecteurs de bande, d'aller lire une séquence d'instructions sur un autre lecteur, permettant ainsi les branchements conditionnels ou le lancement de sous-programmes. Elle est considérée comme le premier ordinateur à l'absence de la connaissance du Colossus. Comme indique un peu plus loin, sur ce type de machine, chaque programmeur fabriquait son programme sur un circuit qu'il venait afficher sur l'ordinateur pour le faire fonctionner. En 1945, un insecte coincé dans le circuit bloque le fonctionnement du calculateur Mark I. Le mathématicien Klaas Mayer-Hoppe décide alors que tout ce qui arrête le bon fonctionnement d'un programme s'appellera bug. Cette paternité est toutefois controversée car que le terme bug était déjà utilisé bien avant cela. Thomas Edison, par exemple, seconde moitié du 19e siècle, avait employé ce terme dans un courrier où il parlait de la mise au point problématique de l'une de ses inventions. Les choses vont ensuite aller très vite. En 1950, invention de l'assembleur par Maurice Wilkes de l'université de Cambridge. Auparavant, la programmation s'effectuait directement en binaire. Un an plus tard, Klaas Mayer-Hoppe a inventé le premier compilateur. Il permet de générer un programme binaire à partir d'un code source. L'invention du transistor en 1947, puis de circuits intégrés en 1958, vont permettre de rendre les ordinateurs plus efficaces après leur intégration dans les machines en 1955 et en 1968 respectivement. En 1950, voit la mise en place du réseau militaire SAGE, le premier réseau à but commercial est créé en 1955. Il s'agit d'un système de réservation de places sur des avions aux USA reliant reliant 1200 téléscripteurs en 1969. La création des réseaux ARPANET, un centre d'Internet. En 1971, 23 ordinateurs sont connectés sur ce réseau sur 15 sites différents à 50 kilobits par seconde. En 1966, création de TCP/IP. Internet est né en 1980 de l'interconnexion des réseaux ARPANET et CSNet. En 1989, voit l'explosion des réseaux de communication. Côté langage, permettant une programmation plus aisée,
des ordinateurs en 1957, création du Fortran par John Backus. En 1958, John McCarthy créé le langage Lisp, premier langage d'intelligence artificielle. En 1970, Ken Thompson pensa que le système d'exploitation Unix ne serait pas complet sans un langage de programmation de haut niveau, créé le langage B. En 1971 jusqu'en 1973. Denis Litchi Bell Labdat reprend le langage B écrit par Ken Thompson, le fait évoluer et le doter d'un vrai combinateur général du code machine. Le B était un langage interprété. Ainsi naît le langage C. Ce langage est à la fois proche du matériel, permettant ainsi de réécrire le noyau Unix en C est suffisamment généraliste, le rendant ainsi facilement portable. Le développement et le succès du langage C et du Unix sont intimement liés. En 1961, voit la création du langage de programmation logique Plurge par Alain Kolmogorov, Marseille et Philippe Roussel, et en 1970, c'est le premier langage orienté objet Smalltalk par Alan Kay et Xerospace. En 1975, apparition du BASIC et du SQL. En 1983, Benjamin Slomp-Loop développe une extension orientée objet au langage C, le C++. En 1991, un groupe de travail de Sun créait le langage OAK, rebaptisé Java en 1995. Voilà l'histoire de l'informatique. Maintenant, on passe sur les systèmes d'exploitation. Les systèmes d'exploitation, les logiciels se répartissent en deux grandes catégories. Les programmes systèmes qui permettent le fonctionnement de l'ordinateur et les programmes d'application qui résolvent les problèmes des utilisateurs. Le système d'exploitation est le plus important des programmes systèmes. Il contrôle les ressources de l'ordinateur et fournit la base sur laquelle seront construits les programmes d'application. Le but du système d'exploitation est de libérer les programmeurs de la complexité du matériel. Il consiste à enrober le matériel avec une couche de logiciels qui gère l'ensemble du système. En fait, le système d'exploitation présente au programmeur une interface ou machine virtuelle plus facile à comprendre et à programmer. Le système d'exploitation a également une autre fonction, celle de gestionnaire des ressources de l'ordinateur. Connaître à tout moment l'utilisateur d'une ressource et gérer les accès à cette ressource en accordant l'usage et éviter les conflits d'accès entre différents programmes ou utilisateurs. La programmation d'un ordinateur est organisée en couches.
En dessous du système d'exploitation se trouvent les couches matérielles avec, au niveau le plus bas, des dispositifs physiques comme circuits intégrés, fils électriques, alimentation et disques, ainsi de suite. Elle concerne l'ingénieur en électronique. Vient ensuite un logiciel de base qui contrôle ces différents dispositifs et fournit une interface plus simple à la couche suivante. Ce logiciel est appelé un microprogramme. Il se situe dans une partie de la mémoire qui ne peut être modifiée. La ROM, en anglais, lui dit On-Read Memory. C'est un interpréteur de commandes de la couche suivante de langage machine qu'on appelle assembleur. Outre le système d'exploitation, le système est également constitué de différents logiciels qui permettent d'aider l'utilisateur dans les différentes tâches qu'il doit accomplir. Des fonctions de recherche des fichiers et de répertoire, de fusion des fichiers, de création de répertoire. Un interpréteur de commandes qu'on appelle le shell, des compilateurs, des éditeurs et bien d'autres utilitaires de configuration. Tous ces programmes ne dépendent pas des programmes d'application, mais sont là pour aider et les développer et à les utiliser. Contrairement au système d'exploitation qui est le seul à s'exécuter en mode noyau, dit encore mode superviseur, ces autres programmes d'aide s'exécutent au mode utilisateur, c'est-à-dire à la demande de l'utilisateur. Il existe d'ailleurs plusieurs logiciels permettant de réaliser une même tâche d'aide à l'utilisateur et ce dernier a le choix du logiciel qu'il peut utiliser, quel compilateur, quel éditeur. Une confusion fréquente fait appeler système d'exploitation l'ensemble des systèmes. Système d'exploitation est utilitaire comme Linux ou Windows. Le système d'exploitation ne dépend que du constructeur. Voici comment ont évolué les systèmes d'exploitation au cours du temps. En première position, c'est le premier ordinateur numérique inventé par Richard Le Babbage en 1797 jusqu'à 1871. Et c'est que de son fonctionnement car entièrement mécanique et la technologie de l'époque ne permettait pas de construire les pièces à la précision requise. Première génération d'ordinateurs est apparue plutôt en 1945 et en 1955. C'est dans cet intervalle de 1945 jusqu'à 1955. Les machines énormes sont construites au moyen de tubes électroniques. Un seul groupe de personnes concevaient, construisaient, programmaient, utilisaient et effectuaient la maintenance d'une machine. Une tranche de temps était réservée à chaque programmeur qui affichait son circuit et son lot de cartes perforées plutôt à partir de 1950 pour faire fonctionner l'ordinateur. Tous les programmes réalisaient des calculs numériques. Deuxième génération est apparue de
de 1955 jusqu'à 1965. C'est là où il y a événement de transistors et du traitement par l'eau. Les ordinateurs sont plus fiables et commencent à être commercialisés dans de grandes sociétés ou administrations ou universités. Séparation nette entre concepteurs, constructeurs, opérateurs, programmeurs et personnel de maintenance. Pour exécuter un programme, le programmeur devait écrire le programme, le donner à perforer sur des cartes, le transmettre aussi à un opérateur qui le plaçait dans le lecteur de cartes dès qu'il y avait un créneau de libre. Charger aussi au besoin le compilateur nécessaire. Après exécution, il récupérait le listening des résultats. Ceci prenait beaucoup de temps en déplacement et en transition. Pour limiter des pertes de temps, le traitement par l'eau fut créé. Il consiste à faire lire un ensemble important de travaux sur une première machine peu puissante et à les enregistrer sur une bande magnétique. Ensuite, cette bande est transférée sur une machine plus puissante qui le lit et le traite l'un après l'autre, enregistrera les résultats sur une bande magnétique. Une fois tous les travaux de l'ont traités, la bande est transférée sur une machine moins puissante du même type que la première pour imprimer les résultats. Il y a le premier système d'exploitation de les cartes de contrôle sont les précurseurs du langage de contrôle. Troisième génération est apparue en 1965 jusqu'en 1980. C'est là où il y a les circuits intégrés et la multiprogrammation. Cette période marque la disparition des gammes de machines spécifiques et calculs scientifiques ou bien traitements caractères pour les banques et les entreprises. Une même machine, plus ou moins puissante, pouvait traiter tout type de travaux. Il en est résultat avec l'événement des circuits intégrés, un meilleur rapport coût-performance, mais des systèmes d'exploitation énormes remplis de bugs qu'il fallait sans cesse corriger. Cette période a vu l'apparition de la multiprogrammation. Cette technique a permis de réduire considérablement le temps d'attente des processeurs plutôt lors des opérations d'entrée-sortie, donc 80 à 90% du temps total, surtout sur les applications commerciales. Elle consiste à partitionner la mémoire, mais elle consiste à partitionner la mémoire. Chaque partie contient un travail à exécuter. Lorsqu'un travail en cours d'exécution doit attendre la fin d'une opération d'entrée-sortie, et notre travail peut utiliser le processeur qui, sans cela, serait inactif.
cette présence simultanée de plusieurs travaux en mémoire nécessite des circuits de contrôle pour protéger chaque travail contre les intrusions plutôt et les erreurs des autres. Autre technique, le spool, en anglais que spool simultaneous parallel operation online. Le spool est utilisé en entrée et en sortie et consiste à stocker les travaux en attente. Par la suite, qu'une partition se libère au bien fin d'un travail. Un travail en attente est immédiatement chargé dans celui-ci et son exécution lancée. Actuellement, tous les ordinateurs utilisent cette méthode ainsi que le partage data. Maintenant on parle sur le partage data. Le partage data, en anglais time sharing, c'est une variante de la multiprogrammation dans laquelle chaque utilisateur possède un terminal en ligne. Dans un système ATA partagé, si 20 utilisateurs sont simultanément connectés et si 17 d'entre eux réfléchissent, discutent ou boivent le café, le processeur est réparti entre les 3 tâches restantes. Souvent, les tâches réalisées sont courtes. L'ordinateur peut ainsi répondre rapidement à un nombre important d'utilisateurs et peut même continuer un traitement par l'eau en arrière-plan lorsque le processeur est libre. Création de systèmes d'exploitation Unix en fait. 4e génération est apparue dans l'intervalle de 1980 jusqu'à 1990. C'est là où il y a les ordinateurs personnels. L'époque de l'ordinateur personnel est venue avec le développement des circuits LCI qu'on appelle en anglais Large Scale Integration, qui contiennent des centaines de transistors au centimètre carré. Large disponibilité de puissance de calcul, développement de l'interactivité et du graphisme, ont entraîné une importante industrie de production de logiciels pour les ordinateurs individuels. Une grande partie de ces logiciels sont conviviaux, c'est-à-dire destinés à des utilisateurs peu compétents en informatique et qui ne désirent absolument pas s'y initier. Le développement de ces logiciels et celui des réseaux ont permis à l'informatique d'envahir peu à peu tous les domaines de la vie courante. 2 systèmes d'exploitation dominent le marché des ordinateurs personnels et des stations de travail. MS-DOS suivi de Windows écrit par Microsoft et Unix. Actuellement, il existe aussi des systèmes d'exploitation distribués. Dans ces systèmes, les utilisateurs n'ont pas à savoir où se trouvent leurs fichiers
et où leurs programmes sont exécutés. Cette tâche incombe au système d'exploitation qui doit s'en exécuter, et plutôt s'en quitter de manière transparente pour l'utilisateur. Donc, ces systèmes permettent l'exécution simultanée des programmes sur plusieurs processeurs, voire plusieurs machines. Donc, les algorithmes d'ordonnancement sont plus complexes afin d'optimiser les parallélismes. Maintenant, on parle sur structure d'un ordinateur. Très schématiquement, un ordinateur est un système informatique qui se dynamique par la suite. Sans oublier que l'ordinateur, c'est une machine qui est capable de faire les traitements de données de façon automatique. Donc, en première position de cette structure, il est le siège d'une activité qui porte sur la conservation de l'information, comme je l'ai déjà dit, et c'est la mémorisation. Cette fonction est assurée par la mémoire centrale dite RAM, en anglais Random Access Memory. Aussi, la création, c'est le traitement de l'information, fonction assurée par un ou plusieurs microprocesseurs. Il y a aussi le transfert de l'information, qui est la communication entre les différents éléments. La fonction assurée par le bus. En deuxième position, c'est il effectue des échanges avec son environnement. Fonction est assurée par un ou plusieurs boîtiers d'entrée-sortie. Ces échanges se font avec des opérateurs humains comme clavier, console, souris, imprimante, ainsi de suite. Et avec aussi des processus physiques comme support de disque dur, disque souple, mémoire flash, disque compact, bande magnétique, robots, etc. Avec aussi d'autres systèmes informatiques comme réseau ou modem et modem. Les échanges sont définis par des suites d'instructions préalablement enregistrées dans une toute petite partie de la mémoire centrale inaccessible à l'utilisateur, appelée ROM, Read-Only Memory en anglais, que rien ne peut modifier et qui sert principalement au démarrage de l'ordinateur et surtout par le système d'exploitation chargé de la gestion de l'ordinateur. L'autre partie de la mémoire centrale, la plus importante, appelée RAM, Random Access Memory, comme je l'ai déjà dit, est accessible à l'utilisateur. Lorsqu'on éteint l'ordinateur, les informations contenues dans le RAM sont perdues alors que celles se trouvent dans la ROM demeurent, d'où le terme parfois employé de mémoire permanente et mémoire temporelle ou mémoire vive. Et sans aller plus loin, connaît que la mémoire permanente, c'est ROM, et la mémoire temporelle ou mémoire vive, c'est la RAM. Un microprocesseur est un composant capable d'interpréter
est d'enchaîner l'exécution d'une séquence d'opérations élémentaires selon un codage défini par le constructeur. Un programme binaire aussi exécutable est une séquence d'instructions élémentaires. La gestion de la mémoire centrale et du boîtier d'entrée-sortie est assurée par le système d'exploitation. Les couches dans l'ordinateur. On parle ici des couches dans l'ordinateur. Un ordinateur et ses logiciels représentent une hiérarchie d'abstraction appelée machine virtuelle. Comme nous l'avons vu dans la section précédente, ces abstractions appelées aussi couches sont apparues au cours du temps pour faciliter l'utilisation de l'ordinateur et par là même son accession est de plus en plus du monde dans de plus en plus de domaines. Les premières couches plutôt sont très proches de la machine et donc réservées à un petit nombre de spécialistes. Les dernières sont très évoluées et permettent pratiquement à monsieur tout le monde de faire de l'informatique. Chaque couche est bâtie sur la couche qui la précède. Chacune de ces instructions est un petit programme plus ou moins complexe composé d'instructions de la couche sur laquelle elle repose et destiné à réaliser une action. Ainsi, par un effet multiplicateur, une instruction d'une couche supérieure représente peut-être 1000 instructions de la couche la plus basse, voire beaucoup plus. L'utilisateur d'une couche supérieure n'a pas à se soucier du fonctionnement profond de l'ordinateur. Donc, son travail est grandement simplifié. Donc, il y va pouvoir consacrer plus de temps à la logique de son système. Ici, connaît que il y a le niveau et abstraction. Niveau 6, c'est programme applicatif. Niveau 5, c'est langage de programmation. Niveau 4, c'est langage assembleur. Niveau 3, c'est noyau du système d'exploitation. Niveau 2, c'est langage machine. Niveau 1, c'est microprogrammation. Et niveau 0, c'est logique numérique. Au niveau 0, il y a abstraction des circuits électroniques. Niveau 1, c'est le premier niveau de langage, donc séquence d'étapes utilisées pour réaliser les instructions du niveau 2. Au niveau 2, il y a ajouter du nombre, déplacer aussi des données, aussi déterminer si un nombre est plus grand qu'un autre. Au niveau 3, c'est le système d'exploitation. Au niveau 4, c'est représentation symbolique des instructions d'un niveau inférieur. Au niveau 5, c'est basique, Fortran, C, Pascal, Comboule, C++. Ça, ce sont des fonctionnements qui sont faits à ces différents niveaux. Et vous voyez qu'au niveau 5e, il y a beaucoup de langages de programmation basiques, C, Pascal, Java, ainsi de suite.
Au niveau 6, au sixième niveau, c'est les applications. Maintenant, on va parler du type de langage de haut niveau. Le type de langage de haut niveau, il existe plusieurs types de langages. Chacun d'eux a sa spécificité. Voici les principaux types et les principaux langages qui le représentent. Classique ou procédural. Dans ce type de langage, les opérations à réaliser sont décrites pas à pas. Le présent ouvrant traité de ce type de langage. Voici quelques-uns d'entre eux. Il y a les langages Fortran, Pascal, COBOL, C, Java, C++, ainsi de suite. Fonctionnel, au niveau fonctionnel, ici c'est l'aspect fonction qui est privilégié, représentant comme Lisp, mail, chaîne, ainsi de suite. Niveau logique, la logique est la base de ces langages. Donc la programmation se fait en définissant des règles de type A affectant B. Représentant log, programmation logique avec contrainte PRC, log for, shape, CLP. Il y a la programmation aussi concurrente sur contrainte CC qu'on appelle ACL. Il y a objet aussi. Ce type de programmation favorise l'autonomie des objets. Donc, leur responsabilité est l'organisation entre les entités du système, représentant comme les langages Smalltalk, C++, Objective-C et Java. Fonctionnel, logique et objet. Dans ces trois types de langage de haut niveau, fonctionnel, logique et objet, langage hybride tira le meilleur parti de chacun des types sous-jacents représentant OZ. Éventuellement, plutôt événementiel, interactive, langage de requête. Langage approprié pour traiter des événements ou pour attaquer des bases de données ou pour dialoguer avec un système informatique, c'est le langage SQL. Maintenant, on parle ici de la phase de vie d'un logiciel. Concernant la phase de vie d'un logiciel, la construction d'un logiciel ne se restreint pas à de la programmation. Bien des étapes sont nécessaires avant d'écrire une ligne de code. Ces étapes sont à respecter si l'on veut un travail correct, soigné, fiable, maintenable, évolutif, robuste. La partie codage représente souvent un temps minime par rapport aux autres phases de la construction. On peut résumer le processus de l'élaboration par les étapes suivantes. A. La demande. Il y a aussi l'analyse de la demande, la une grande partie de l'évolution de l'informatique insiste sur les ordinateurs, on appelle en anglais computer. Le terme anglais computer signifiait au départ calculateur numérique électronique.
En effet, les premières machines étaient surtout utilisées pour effectuer des suites d'opérations arithmétiques. Le terme français ordinateur est mieux adapté à la réalité d'aujourd'hui car il s'éloigne de la connotation numérique. Donc, l'ordinateur se définit maintenant comme une machine de traitement de l'information. La signification du terme anglais a évolué, car il est désormais équivalent à celle du terme français. Un ordinateur est normalement capable d'acquérir et de conserver des informations, d'effectuer des traitements et restituer les informations stockées. Les types d'ordinateurs, c'est beaucoup, mais on parle les uns sur les autres ici. Les ordinateurs peuvent généralement être classés par taille, puissance et domaine d'application comme suit. Il y a les superordinateurs. Ce sont des ordinateurs très volumineux et très puissants, donc qui a une vitesse de calcul, qui utilisent aussi des dizaines et des milliers de microprocesseurs pour accomplir certaines tâches telles que les calculs pour la prévision météorologique, pour les calculs complexes, en partie pour les scientifiques, pour aussi analyser le génome humain ainsi que plusieurs autres fonctions. Il y a les ordinateurs embarqués. Ces ordinateurs embarqués et ce sont des composants incorporés dans un système voiture, avion, machine à laver, réfrigérateur, appareil photo, ainsi de suite. Ces ordinateurs sont aussi construits pour effectuer un nombre limité de tâches telles que le guidage ou la sécurité. Il y a aussi les micro-ordinateurs. Les micro-ordinateurs représentent le type d'ordinateur le plus présent sur le marché. Leur puissance ne cesse d'augmenter. Donc, il existe différents types de micro-ordinateurs comme ordinateur de bureau, ordinateur portable ou PC, personal computer. Il y a aussi l'ordinateur de poche comme PDA, personal digital assistance, tablette, PC et les ordinateurs corporels. Concernant l'ordinateur de bureau, les ordinateurs de bureau sont conçus pour être utilisés sur un bureau ou une table. Ils sont généralement plus gros et plus puissants que les autres types d'ordinateurs personnels. Ils sont aussi constitués de composants distincts. Le composant principal appelé unité système ou bien unité centrale est généralement un boîtier rectangulaire posé sur ou sous un bureau. D'autres composants tels que le moniteur ou écran, la souris et le clavier sont connectés à l'unité système. Il y a aussi ordinateurs portables. Concernant les ordinateurs portables, ce sont des ordinateurs de bureau portables et légers dotés d'un écran fin. On les appelle souvent ordinateurs bloc-notes à raison de leur dimension réduite. Elles peuvent fonctionner sur batterie, ce qui permet de les emporter partout. Contrairement aux ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables combinent l'unité centrale, l'écran, le clavier
en un boîtier unique. L'écran se replie sur le clavier et lorsque l'ordinateur n'est pas utilisé. Concernant les ordinateurs de poche, les ordinateurs de poche, également appelés assistants numériques personnels (PDA), sont des ordinateurs fonctionnant sur batterie et qui, à raison de leur taille réduite, peuvent être emportés pratiquement partout. Même s'ils ne sont pas aussi puissants que les ordinateurs de bureau ou les ordinateurs portables, les ordinateurs de poche sont pratiques pour planifier des rendez-vous, stocker des adresses et des numéros de téléphone et faire des jeux. Certains proposent des fonctionnalités avancées vous permettant par exemple d'effectuer des appels téléphoniques ou d'accéder à Internet. À la place du clavier, les ordinateurs de poche possèdent un écran tactile sur lequel vous pouvez agir avec doigt, un stylet ou bien un outil de pointage en forme de stylo ou un stylo numérique. Et aussi concernant la tablette PC, la tablette PC est un ordinateur portable comme un grand téléphone portable avec un écran tactile. Donc il utilise généralement un clavier virtuel à l'écran, un stylet ou un stylo numérique. Généralement, ces tablettes n'ont pas besoin de clavier. Donc, il existe deux catégories populaires de tablettes PC. Premier type, c'est le tablette PC en ardoise. C'est un type de tablette où le clavier n'est pas connecté. Deuxième type, c'est le type convertible et fondamentalement un ordinateur portable avec un écran qui peut pivoter et se replier sur le clavier pour créer la tablette. Il y a aussi les ordinateurs corporels. Ces ordinateurs sont petits et légers car ils doivent être transportés sur le corps humain. Les ordinateurs corporels se présentent sous forme de bracelets, pendentifs, lunettes et bagues. Le port de tels dispositifs permet une interaction consistant avec le système informatique. De plus, ces dispositifs sont multitâches. Vous pouvez effectuer d'autres tâches de routine en parallèle. Cet ordinateur donc peut être utilisé comme une petite puce programmée pour surveiller les mouvements des animaux. Donc, une puce de microprocesseur légère programmée plutôt est agrafée sur le corps de l'animal comme des oreilles. Une telle puce surveille le mouvement des animaux dans une région donnée. Concernant les éléments d'un ordinateur, si vous utilisez un ordinateur de bureau, vous avez sans doute déjà que le terme ordinateur ne se rapporte pas à un élément unique. Un ordinateur est en fait un système constitué de nombreux éléments qui fonctionnent ensemble.
ensemble. Les éléments physiques que vous pouvez voir et toucher sont collectivement appelés le matériel. Le terme logiciel, en revanche, désigne les instructions ou programmes qui demandent au matériel de faire telle ou telle chose. L'illustration suivante montre le matériel le plus souvent présent dans un système d'ordinateur de bureau. Donc, il est possible que votre système soit quelque peu différent, mais il comporte probablement la plupart de ces éléments. Donc, un ordinateur est toujours composé d'unité centrale ou le boîtier ou la tour, de trois éléments périphériques qui se connectent comme l'écran, le clavier et la souris. Sur un ordinateur de bureau, les éléments sont bien distincts. Le clavier, le boîtier de l'ordinateur, l'écran, ainsi de suite. En revanche, sur un ordinateur portable, les éléments sont regroupés et plus compacts. D'autres éléments qu'on appelle périphériques peuvent être reliés à l'unité centrale comme l'imprimante, le scanner, le disque externe, etc. Concernant l'unité centrale ou boîtier de l'ordinateur est le squelette métallique abritant ces différents composants internes. C'est le principal élément qui fait de l'ordinateur un véritable ordinateur. Tout se passe réellement à l'intérieur et tous les éléments internes de l'ordinateur sont englobés à l'intérieur de ce boîtier. Pratiquement, tous les autres éléments de l'ordinateur sont connectés à ce boîtier au moyen de câbles. Ces câbles se branchent sur des ports spécifiques ou bien des ouvertures situées généralement à l'arrière du boîtier. Le matériel qui ne fait pas partie de ce boîtier est parfois appelé périphérique. La taille du boîtier conditionne le nombre d'emplacements pour les lecteurs en façade ainsi que le nombre d'emplacements pour des disques durs en interne. On distingue généralement les catégories suivantes: grand tour, moyen tour, mini tour ou baribone mini PC. Concernant l'écran, on appelle écran ou moniteur le périphérique d'affichage de l'ordinateur et dit organe de sortie. Donc, voyez que l'écran est l'un des composants des périphériques de sortie. Donc, il permet de visualiser les choses qu'il y a à l'intérieur de l'ordinateur. Donc, on distingue habituellement des familles d'écrans. Il y a les écrans à tube cathodique, noté CRT pour Cathodic Ray Type, technologie qui tend à disparaître. Les écrans à tube cathodique utilisent les tubes cathodiques ou tubes à vide pour afficher l'image. Il s'agit de moniteurs volumineux et lourds possédant une consommation électrique élevée. Le deuxième type, c'est les écrans plats, notés parfois FPD pour Flat Panel Display ou
LCD pour Liquid Crystal Display n'utilise plus de tubes mais des matrices de cristaux liquides. Et ces écrans équipent la totalité des ordinateurs portables et les assistants personnels PDA pour Personal Digital Assistant, et aussi les appareils photo numériques ainsi qu'un nombre de plus en plus grand d'ordinateurs mobiles. Il s'agit d'écrans peu encombrants en profondeur, d'où leur nom. Légère et possédant une faible consommation électrique et n'émettent pas de rayonnement électromagnétique. Concernant le clavier en anglais keyboard permet à la manière des machines à écrire et de saisir des caractères, lettres, chiffres, symboles, ainsi de suite. Il s'agit donc d'un périphérique d'entrée essentiel pour l'ordinateur car c'est grâce à lui qu'il nous est possible d'envoyer des commandes. Et que le clavier est l'un des composants des périphériques d'entrée, donc permet d'entrer les informations à l'ordinateur. On distingue des grandes familles de claviers avec notre alphabet. Il y a les claviers QWERTY en rapport avec les 6 premières touches alphabétiques du clavier, comme le clavier anglo-saxon ou néerlandais et le clavier azerty, notamment comme les claviers francophones. Comme le clavier d'une machine à écrire, le clavier d'un ordinateur comporte des touches pour les lettres et les chiffres, ainsi que les touches spécifiques. Les touches pour les lettres, on l'appelle pavé alphabétique, et les touches pour les chiffres, on l'appelle pavé numérique. Concernant la souris au mouse est un périphérique de pointage servant à déplacer un curseur sur l'écran et permettant de sélectionner, déplacer, manipuler des objets grâce à des boutons. Il existe plusieurs types de souris classifiées selon la technologie de positionnement. Il y a la souris à boule ou mécanique. Les premières souris sont munies d'une boule roulant sur la table sous la souris et d'un mécanisme qui transmet les informations concernant le mouvement de la boule à l'unité centrale de traitement processeur. Acquisition et traitement des mouvements par la boule qui roule sur le support et entraîne le rouleau. Le capteur optique ou capteur de lumière renvoie une suite de bits au microcontrôleur pour en déterminer la position de la souris. Le problème des souris à boule est qu'elles ont tendance à accumuler les poussières provenant de la table. Ces poussières finissent par gêner le mouvement de la boule et enclasser le mécanisme de transmission de l'information. Il y a la souris optique. Les souris optiques sont munies d'une souris lumineuse, souvent rouge, dirigée vers la table ou d'un capteur de lumière.
Acquisition et traitement des mouvements sur les souris optiques se fait à l'aide d'un capteur optique, sorte d'appareil photo, qui envoie les données via image photographiée au microcontrôleur pour en déterminer la position de la souris. Les souris optiques fonctionnent souvent assez mal sur des surfaces réfléchissantes comme verre, table, vernis, ainsi de suite. La technologie de transmission des données se fait sous la souris filaire, donc il utilise un fil pour se connecter à l'ordinateur. Aussi sous la souris sans fil, la souris sans fil peut être utilisée sans être physiquement reliée à l'ordinateur, ce qui procure une sensation de liberté. Une souris comporte généralement un bouton gauche, c'est le bouton principal, celui qu'on utilise le plus pour ordonner des choses à l'ordinateur. Un bouton droit aussi. Ce bouton nous permet de faire apparaître un menu contextuel à l'écran. Il y a aussi une molette ou roulette. Elle permet de faire défiler le contenu d'une page lorsque ce contenu est long. Un pavé tactile, parfois appelé touchpad ou trackpad en anglais, est un dispositif de pointage utilisé principalement sur les ordinateurs portables en remplacement d'une souris. Voilà ce qui concerne sur les versions de l'informatique. Si vous avez des questions ou si vous avez des choses à dire sur cette vidéo, mettez là-bas à la place des commentaires en dessous de cette vidéo. J'espère que vous allez bien entendre les versions de l'informatique ou vous allez bien maîtriser ce qui concerne les versions de l'informatique. On se reverra à la prochaine vidéo. Bye bye.